'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Ah oui, c'est Vous parti. écoutez Déclic Radio, c'est l'heure de l'émission Dites-moi tout avec Karine avec un K. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Nisseron, un professionnel de la restauration que vous avez pu croiser à la direction de plusieurs établissements du Libournais. Quelles ont été ses expériences sous le profil de directeur, gérant ou responsable de pôle restauration? Quel bilan en retire-t-il? Aujourd'hui, en mettant ses compétences au service d'un établissement pour personnes âgées, comment s'est-il organisé pour le plaisir des papilles de nos seniors? C'est le moment d'aller à sa rencontre dans Dites-moi tout sur Déclic Radio. Bonjour, bienvenue dans mon émission Dites-moi tout sur Déclic Radio. Donc comme vous l'avez entendu dans notre générique de début, j'ai choisi d'inviter aujourd'hui Nicolas Nisseron, qui est un professionnel Bonjour à tous et de la restauration que vous avez pu rencontrer depuis plusieurs années sur le Libournais. Donc je vais lire un petit peu, Nicolas, ton cursus, que tout le monde un petit peu te remette au niveau du Libournais. Alors je me permets de tutoyer Nicolas et de vous donner son prénom parce qu'on se connaît quand même assez bien. Tout à fait, on peut donc le dire. voilà, donc ce sera Nicolas. Peut-être que vous m'entendrez à un moment donné peut-être dire Nico, mais voilà, ne vous inquiétez pas, c'est juste que l'on se connaît. Voilà, donc aujourd'hui, donc Nicolas, donc tu es connu dans le Libournais pour avoir tenu la direction de l'établissement Crescendo à Libourne quelques années. Tu étais aussi à ce moment-là vice-président de l'association des commerçants de la galerie marchande, donc du centre commercial. Après, tu as ouvert un restaurant dans cette même galerie qui s'appelait la Toscana. Donc là, tu viendras et tu nous raconteras justement, on va essayer de voir un petit peu toute cette expérience professionnelle. Après, tu as évolué sur d'autres aventures, dont une aventure dans la restauration sur le Grand Café, qui était face au lycée Max Linder à Libourne. Bon, après, effectivement, il y a eu pas mal de difficultés pour pérenniser cette activité. Donc, tu as été contraint un petit peu de tourner cette page. Et aujourd'hui, tu as mis tes talents culinaires au service de nos seniors. Tout à fait. Donc, c'est quand même des expériences qui sont assez riches et je pense que ça va vous plaire de parler de tout ça. Donc Nicolas, bonjour, raconte-nous. Bonjour. Depuis le début, on va reprendre le fil de ta vie depuis le début. Ça va pas me rajeunir de tout raconter. Donc moi j'ai 52 ans, je suis arrivé en fait dans la région pour le boulot. C'était en 1994. Moi je suis natif de Tours. J'ai fait mon BEP et mon CAP au lycée hôtelier Albert Baillet et après j'ai continué mes études, un bac technique et un BTS sur le lycée hôtelier de Blois. Donc à l'issue de ces études, eh bien, je me suis retrouvé sur le marché du travail après avoir fait l'armée, parce que je fais partie de la dernière promo, on va dire, de la 90-10. Donc voilà, j'ai fait l'armée pendant un an sur Orléans. Donc j'étais au niveau dans un mess. Et donc après, à l'issue de cette période-là, je me suis retrouvé sur le marché du travail. Donc j'ai postulé à une annonce d'une entreprise qui s'appelait Crescendo et qui s'appelle toujours Crescendo. Une entreprise que je connaissais pas du tout parce que en fait c'était le lancement de la chaîne à l'époque. Il y avait 4 cafettes quand je suis arrivé dans le groupe. Aujourd'hui, il y en a 50 plus, même peut-être 60, je ne sais plus, c'est énorme. Donc en fait je suis allé passer un entretien d'embauche le 1er avril, c'était pas une blague, c'était pas un poisson, c'était vraiment vrai, à Agen. Et à l'issue de cet entretien, 2 jours après, on m'a rappelé pour me dire que je pouvais commencer, si je le souhaitais, en tant qu'adjoint de direction sur l'unité de Brive pour faire ma formation. Donc j'y suis resté 3 ou 4 semaines à peu près. Et après je suis parti prendre mon premier poste au sein du groupe sur l'unité de La Teste sur la période estivale. Et en soi, il fallait quand même être sacrément mobile. Oui, mais là j'étais mobile. Moi j'étais ni marié, ni paxé. Voilà, j'étais un jeune célibataire qui avait envie de voyager pour le boulot. Et voilà, et on sait que de toute façon dans nos métiers, il faut être amené à bouger, surtout sur le début de notre carrière, si on souhaite prendre de l'expérience, découvrir des horizons différents, donc c'est important. Donc moi, j'avais aucune barrière à ce niveau-là. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis retrouvé
dans la région bordelaise par le pur des hasards. J'aurais pu me retrouver dans d'autres régions. J'ai d'ailleurs, avant de postuler chez Crescendo, j'ai fait un essai au parc Astérix à l'époque, qui s'est pas bien passé parce que voilà, c'est pour des raisons plutôt personnelles. On m'avait promis monts et merveilles et c'est pas ce qui s'est passé. Donc j'ai décidé de partir avant l'ouverture du parc. Mais Bon, disons, bref, tu as été prof aussi, non? j'ai été prof aussi, oui, dans ma jeune carrière, à la sortie après l'armée. Effectivement, j'ai eu une période où j'étais professeur des écoles pendant un an et demi. J'avais en charge des élèves de BEP, de CAP dans une maison familiale et rurale. Donc c'était une super expérience. Et donc après, voilà, donc je me suis retrouvé à postuler parce que je voulais pas faire ma carrière en tant que dans le professorat parce que je me trouvais trop jeune, parce que j'étais quand même pas beaucoup plus vieux que mes élèves, on va dire. Donc c'était une super expérience parce que je suis quelqu'un qui aime transmettre et j'adore la formation. Donc voilà, ça m'a beaucoup apporté. Donc pour revenir effectivement à cette offre d'emploi à laquelle j'ai répondu, pour finir donc après sur Libourne en septembre 94, où là j'ai pris le poste d'adjoint de direction au niveau de la cafétéria qui se trouvait à l'époque, c'était Continent. Et puis après, j'ai évolué au sein de cette même cafétéria au bout de pratiquement un an. Je suis passé directeur parce que c'était un groupe qui faisait confiance justement aux jeunes qui avaient envie d'évoluer. Donc il y avait que 4 cafettes à l'époque, donc c'était très très familial encore à cette époque-là. Et donc on m'a permis de pouvoir évoluer. Donc j'ai pris la direction du site de Libourne pendant 5 ans pratiquement. Donc on a bien fait évoluer la cafette. Là pareil, c'était une super expérience parce que effectivement le groupe Crescendo et Christopher Chaffrot, son PDG, nous laissait une totale liberté dans la gestion de notre site. On avait des budgets qui avaient été établis par nous-mêmes et validés par ses soins en début d'année. Et après, si on s'y tenait, c'était un peu à nous de gérer notre cafette. Donc j'avais 2 adjoints, j'avais entre 30 et 40 salariés en fonction de la période. Voilà, donc c'était C'est le groupe qui t'a formé pour arriver à ce poste de directeur. Moi, de par mes études, mes études m'ont permis d'accéder à ce poste beaucoup plus facilement certainement que d'autres qui passent peut-être par des plus petites portes, on va dire. Voilà, moi, le fait d'avoir fait un BTS de restauration, j'ai fait 2 ans de management avec tout ce qui s'ensuit au niveau de la formation. Donc effectivement, quand je suis arrivé dans le groupe, j'avais déjà un cursus derrière moi avec des expériences diverses dans des domaines différents de restauration. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé chez Crescendo, la cafétéria, pour moi, c'était une totale découverte. Donc j'ai pris la direction de ce site pendant pratiquement 5 ans. Après, j'ai maintenu mon activité au sein du groupe Crescendo sur Lormont, où là, je suis passé gérant. Donc en fait, pour faire court, dans le groupe Crescendo, ils permettent aux directeurs qui sont intéressés de pouvoir investir sur certaines cafétérias et voilà, on devient gérant et plus directeur et voilà, on investit des sous et voilà. Et puis au bout de 7 ans... Vous investissez et donc vous prenez des parts dans la société. Tout à fait, on parle des parts sociales effectivement dans la société. Donc j'ai pris une cafette qui était pas en très bel état sur Lormont, j'ai tenté de la remonter un petit peu, ça s'est pas trop mal passé et puis après le temps a fait que je commençais un petit peu à me lasser de ce que je faisais. Donc, oui, parce que le rythme, il est quand même assez dense. Oui, tout à fait. Oui, gros rythme, ça joue beaucoup sur la vie de famille à l'époque. Et puis après, aussi sur la fatigue, même si on est jeune, il y a des rythmes qui sont quand même assez soutenus. Et puis après, il y a une envie de découvrir autre chose. Donc, il y avait des projets au sein du groupe Crescendo avec une nouvelle enseigne qui devait se mettre en place. On m'avait un peu branché dessus. Et puis, comme je voyais que ça allait pas se faire on va dire à moyen terme, pour moi, c'était trop long d'attendre, donc j'ai pris la décision de quitter le groupe. Donc, à l'issue de ce départ de Crescendo, donc j'ai rencontré Monsieur Garnier, père, et qui à l'époque tenait le Max Auto, et Olivier, qui lui s'occupait de la pizzeria Pili Pizza. Ils avaient un projet de remettre au goût du jour la pizzeria, et ils cherchaient un manager. Donc on s'est rencontrés, on a discuté, on est tombé d'accord sur les conditions d'embauche, etc. Et donc de là est né le projet de la pizzeria brasserie La Toscana, que j'ai tenu pendant quelques années avec une équipe de 6-8 personnes à peu près.
Donc après, il y a eu un choix de cesser cette activité parce qu'il y avait un problème de rentabilité pour en tout cas Monsieur Garnier avec son fils, et puis même moi, j'en étais conscient. Parce que des loyers, c'est très cher dans le galerie commercial. C'est ça, c'est que dans la galerie, les loyers étaient très chers. Donc à l'issue de cette expérience, j'ai été mis en contact, je me suis mis en contact avec la jardinerie du Poirier à l'époque, qui souhaitait justement ouvrir au sein de sa jardinerie un restaurant. D'ailleurs aujourd'hui c'est chose faite, vous pouvez certainement avoir vu Rose Garden. Donc en fait je me suis mis sur le projet pendant 3-4 mois avec Monsieur Dupoirier, son fils, Madame Dupoirier, etc. Et en fait on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur la partie, on va dire, plutôt d'échange entre moi, quel statut j'allais avoir, ça a avorté en ce qui me concerne. Donc là, je me suis retrouvé sur le marché du travail et j'ai postulé une annonce en tant que responsable de la cuisine au sein du Grand Café à Libourne. Donc j'ai passé un entretien, ça s'est très très bien passé. Et puis je suis revenu un petit peu à mes amours d'antan parce que depuis ma jeunesse, j'avais toujours eu des postes de directeur, de manager, de gérant. Mais je suis un passionné de cuisine, donc je n'ai jamais délaissé la cuisine. C'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui, j'ai un peu changé mon chemin de travail a un petit peu évolué. Je me suis beaucoup éclaté dans cette période de manager, de directeur. C'est des grosses expériences, ça nous permet d'évoluer. Et puis j'ai postulé pour ce poste de chef de cuisine, donc j'avais quand même une responsabilité de la cuisine parce que c'était un établissement qui était quand même assez récent, qui avait à peine 1 an. Et donc j'ai travaillé là-bas pendant presque 3 ans et demi, ou même peut-être 4 parce que le temps passe tellement vite. Dans un établissement très très sympa, moderne, où il y avait une belle ambiance, brasserie sympathique avec de produits frais. Ça c'est oui, tout avait été rénové, le mobilier était pareil. Tout à fait. Une belle brasserie. Et puis là à cette époque-là, j'étais chef de cuisine et il y a eu des difficultés financières, comme dans beaucoup d'établissements ça peut arriver. Et comme j'avais un des postes avec un salaire, on va dire, assez un peu plus élevé que la moyenne dans l'établissement, on a dû restructurer, les patrons ont dû restructurer un petit peu l'établissement et je me suis retrouvé sur le carreau. Donc de là, je me suis donné le temps pour essayer de trouver un établissement à reprendre. Ça s'est pas fait de suite. On a visité beaucoup d'établissements parce que je voulais m'associer avec une serveuse justement que j'avais rencontrée à l'époque au Grand Café. Et puis après on a trouvé une autre personne pour monter cette association. Et puis en fait, au bout d'1 an et demi, on s'est retrouvé à reprendre le Grand Café qui la direction souhaitait passer à autre chose. Ils voulaient vendre. Donc j'ai racheté les parts sociales avec 2 autres associés. Et puis une nouvelle aventure s'est mise en place. Là, on a fermé l'établissement pendant presque 3 mois, pas 3 mois, pendant 1 mois et demi, pour faire des travaux et on a remis au goût du jour avec un cadre beaucoup plus moderne, des couleurs beaucoup plus dans l'air du temps. On va revenir sur cette aventure qui a duré combien d'années 3 ans et demi pratiquement, qui a été un petit peu avorté. En tout cas, sur toutes ces parties d'aventure en tant que professionnel qui gère un établissement, avec les difficultés que tu as pu rencontrer et qui vont énormément parler à beaucoup de professionnels à aujourd'hui. C'est vrai que Nicolas ne se fera l'écho que de ce que malheureusement beaucoup d'entre vous vivez. Donc l'idée de cette émission, c'était aussi de vous parler et puis de mettre à plat les réelles difficultés et qui font que demain, un professionnel peut prendre la décision d'arrêter parce que il a rencontré certaines problématiques avec son établissement et pourtant ça ne remet absolument pas en question la qualité du restaurateur ou des mets qui sont servis dans ces restaurants. Mais on va en parler juste après la première pause musicale. On se retrouve juste après. Dites-moi tout, une émission animée par Karine avec un K.
On se retrouve donc dans Dites-moi tout sur Déclic Radio. Aujourd'hui, donc, j'ai souhaité inviter Nicolas Nisseron, que vous avez pu rencontrer depuis quelques années maintenant, depuis qu'il est arrivé sur le Libournais, puisqu'il a effectivement géré la cafétéria Crescendo. Enfin, quand je dis gérer, c'est qu'il a été à des postes à responsabilité dans le Libournais, donc au sein de la cafétéria Crescendo, après dans l'établissement La Toscana. Il y a eu d'autres établissements dont il nous a parlé sur la première partie d'émission. Et puis après, tu as eu cette expérience donc à la Toscana et au Grand Café, en tant surtout que patron d'entreprise. Et sur cette deuxième partie d'émission, justement, c'était de cette expérience-là de patron d'entreprise dont je voulais que l'on parle, parce que c'est vrai que ce sont des expériences qui sont assez compliquées à aujourd'hui. Investir dans un établissement et puis arriver à s'en sortir, c'est pas facile. Et donc Nicolas a accepté bien gentiment de venir nous parler de son expérience en toute simplicité et en toute transparence, de façon, si ça peut aider quelques-uns d'entre vous qui avaient le même type d'expérience ou qui souhaitaient effectivement franchir ce pas du patronat. Mais écoutez, Nicolas va tout nous expliquer. Donc effectivement, moi j'ai eu une double expérience un peu en direction. Donc là, ma première, ça a été effectivement la brasserie pizzeria qu'on a ouvert sur la galerie commerciale, donc la Toscana. Donc là, on m'a vraiment recruté pour tenir l'établissement, parce que les personnes qui ont investi dans l'établissement n'étaient pas du tout, on va dire, n'étaient pas obligatoirement issus de la pleine restauration. Donc ils avaient besoin de quelqu'un qui maîtrisait le domaine de A à Z. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai été embauché. Donc même si effectivement je n'avais pas mis la main à la poche comme j'ai pu le faire sur ma deuxième expérience, dont je vous en parlerai tout à l'heure, j'avais une responsabilité très, très importante au sein de cet établissement. Donc on est arrivé dans l'établissement, c'était 4 murs en parpaing. Donc il a fallu tout suivre le projet de A à Z, donc entre le suivi des artisans, les réunions de chantier, toute cette partie-là, le recrutement du personnel, l'élaboration des menus, les cartes, le matériel, le choix des fournisseurs, etc. Oui, tu es carte blanche. Donc voilà, j'avais totale carte blanche à ce niveau-là. Après, validation bien sûr avec Olivier Garnier et son papa, qui était très, très ouvert à toute proposition. Donc ça a été pour moi très, très agréable de travailler à leur côté. Donc on était à peu près 8-10 personnes à travailler au niveau de l'établissement. Il y avait 2 cuistots, un pizzaiolo qui était Olivier au début, 2 aides-cuisine, puis après moi en tant que directeur, une adjointe et puis 3 serveurs qui faisaient office de barman, serveur, voilà. Donc c'est un établissement qui a de suite très très bien fonctionné. On faisait entre 120, 130, 140 couverts tous les midis. Une galerie marchande. Dans la galerie marchande, voilà, il y avait une belle carte de pizza qui était très appréciée, une petite formule à côté qui tournait tous les jours avec des produits frais cuisinés. Donc voilà, on a eu de suite un bon retour de la part de la clientèle, avec une ambiance, une décoration qui était assez moderne à ce moment-là au sein de la galerie. Donc c'est vrai que c'est un établissement qui est de suite monté en puissance. L'établissement est resté ouvert pendant de 2003 jusqu'à 2007. Mais effectivement, malgré cette bonne dynamique, un établissement qui à la fois remplissait le midi au niveau de la restauration, les après-midi, on sait qu'un bar dans une galerie commerciale, c'est quand même quelque chose qui tourne. Il y a eu un petit moment d'arrêt, on va dire un léger faiblissement de l'activité au moment où la loi est passée, où on ne pouvait plus fumer dans les établissements. Donc là, oui. C'est là où il y a eu cette fameuse loi. Donc ça nous a fait perdre beaucoup de chiffres d'affaires sur le matin, principalement. Oui, vous n'aviez pas de terrasse, vous. Non, on n'avait pas de terrasse à l'époque. Donc ça nous a fait perdre beaucoup de chiffres d'affaires sur la partie limonade, on va dire, sur les premiers mois, le matin, tout comme l'après-midi, parce que il y a des gens qui ont besoin d'avoir leur clope le matin avec le petit café, ou l'après-midi à la débauche avec une petite bière ou un petit soft, voilà. Donc cette période-là était assez compliquée. Et puis après, on a quand même perdu aussi du monde, mais même
moindre, mais au niveau de l'activité de restauration, parce qu'il y a quand même des gens qui avaient encore à l'époque besoin de fumer à table. Donc voilà, petit à petit, c'est redevenu dans l'ordre du temps. Mais malgré ça, le soir aussi, c'est vrai que ça le c'est soir, vraiment c'est senti effectivement le soir. ça s'est beaucoup ressenti. Donc nous, le soir, de toute façon, nous n'étions ouverts que le vendredi soir et le samedi soir, hein, au niveau de la restauration. On fermait à 19h30 l'établissement au niveau du bar, mais après le soir, le vendredi soir et le samedi soir simplement au niveau de la restauration. Il y avait un accès extérieur à la galerie commerciale. Et puis malgré une activité quand même assez dynamique et un taux de remplissage important, eh bien, le temps a fait que la rentabilité, comme tout investisseur et tout patron que l'on peut devenir ou être, eh bien, il y a un moment donné, on se dit que on est dans un établissement où il y a besoin de main d'œuvre. Hein. C'est le problème, on va dire, un peu de notre métier, du métier pour lequel je suis là aujourd'hui, qui est celui de la restauration. On a un métier de main d'œuvre, donc c'est un métier qui est difficile à gérer parce qu'effectivement, il y a un moment donné où on a besoin de beaucoup de petites mains, ce qu'on appelle le coup de feu au moment du service. Ça dure 1h30, 2 heures. Et puis après, il y a des temps qui sont beaucoup moins speed et où là, on aurait besoin de moins de monde. Et effectivement, la difficulté de nos métiers, c'est d'avoir un nombre de personnes assez conséquentes pour assurer un bon service. Donc nous, c'était notre cas. Donc on était au moins 7 voire 8 sur chaque service du midi. Mais à l'inverse, l'après-midi, on avait l'utilité d'être 2 ou 3 maximum. Et le soir, c'était pareil. Donc la masse salariale, un peu trop importante, des loyers effectivement chers dans une galerie commerciale. En plus, nous, on était sur 2 lots, donc on avait 2 loyers, entre guillemets. Donc c'est effectivement, ça faisait un loyer assez excessif. Et malgré nos efforts et l'envie de faire tourner cette brasserie... Et oui, parce qu'à un moment donné, si tu réduis en masse salariale, le problème, c'est qu'après, c'est l'impact sur la qualité qui va s'en sentir. En fait, après, à un moment donné, on se dit il faut qu'on licencie quelqu'un ou qu'on se sépare de quelqu'un. Mais après, on va avoir besoin, il va nous manquer 2 mains au moment du service. Et puis, au lieu de faire 140, on va faire que 110. Et puis voilà, c'est le principe de la restauration. C'est arriver à trouver un équilibre entre la demande de la clientèle, nous, ce qu'on peut amener en offre en termes de main-d'œuvre, de qualité de service, parce que moi, c'est aussi ma façon de travailler. Après, il y a des établissements qui fonctionnent d'une façon totalement différente. Excuse-moi, Nico, je suis un petit peu novice dans le fonctionnement. Il m'avait semblé qu'à un moment donné, on ne pouvait plus embaucher faire se déplacer des salariés pour moins de 2 heures. Oui, tout à fait. Après, voilà, il y a des contraintes, il y avait effectivement. Ça aussi en contrainte, parce que des fois, on aurait pu se dire, tiens, si on avait pu embaucher quelqu'un qui venait juste sur 2 heures de temps, sur 5 jours de la semaine, ça nous aurait déjà... Mais effectivement, il y a un minimum d'heures à proposer en termes de contrat et ça a évolué depuis. Hein. Donc effectivement, dans le bon sens obligatoirement. Après, voilà, il faut éviter ce qu'on appelle les emplois précaires, hein, les petits contrats où en fait, mais il y a des personnes, ça peut les intéresser s'ils habitent juste à côté. Mais malgré tout, il y a le législateur a prévu de protéger quand même ce genre de petits contrats et effectivement, malgré tout, on est obligé d'avoir une masse salariale minimale. Et effectivement, entre cette masse salariale qui était trop élevée, on va dire, de plus, nous avions une contrainte, c'est qu'on avait la cuisine qui était à l'étage et la partie pizza, qui est bar, qui était en bas. Donc effectivement, le pizzaïolo et les cuistots ne pouvaient pas travailler ensemble. Donc ça a amené automatiquement un besoin d'une personne supplémentaire. Et effectivement, si on avait été de plein pied, on aurait eu besoin d'un cuistot en moins, on va dire, entre guillemets, ou d'un aide de cuisine en moins, parce qu'on aurait pu jongler sur les différents pôles de production. Donc ça a eu une incidence aussi importante dans la rentabilité de l'établissement. Et donc, à un moment donné, les investisseurs, hein, Monsieur Garnier, et père et fils, et moi y compris, on a dû prendre la décision de stopper cette activité pour éviter de manger la grenouille, comme on dit, quoi. Donc, au bout de... Alors, Nicolas vient de Tours. Alors, c'est le Tourangeau qui parle. Voilà, c'est D'ailleurs, ça. on embrasse toute la Touraine, famille bisous tout le monde. de la Touraine. Donc, cette expression, effectivement, comme on dit, manger la grenouille, c'est qu'à un moment donné, on a beau faire ce que l'on souhaite ou ce que l'on veut, on a beau avoir une très belle réputation, parce que c'était notre cas à l'époque, de faire un produit de qualité, de bien remplir l'établissement, mais après, à un moment donné, on se pose, on regarde les recettes, on regarde les dépenses et quand ça ne s'équilibre pas, on ne peut pas non plus laisser l'hémorragie couler trop longtemps. Et donc, on prend une décision qui a été celle de vendre l'établissement. Et voilà, ça s'est terminé comme ça. Voilà.
Et après, après tu as eu l'expérience, donc les négociations avec la jardinerie du Poirier, voilà. Qui souhaitaient eux effectivement mettre en place une restauration au sein de leur jardinerie. Et comme c'était des clients fidèles de la Toscana, ils voyaient la façon dont on travaillait, dont je travaillais, donc on a tenté de mettre nos différentes envies en commun, et puis on a travaillé sur le projet pendant 3-4 mois ensemble, et puis après voilà, on avait des divergences sur la partie, on va dire, plutôt qui faisait quoi, qui allait avoir quel poste, voilà. Moi je voulais quand même à ce moment-là investir et avoir une certaine liberté dans ma façon d'être, et là c'était pas eux leur souhait, donc on n'a pas convenu d'un accord définitif, et donc je me suis retrouvé à ce moment-là sur le marché du travail. Et c'est là où j'ai été après effectivement embauché au Grand Café en tant que chef cuisinier. Donc ça a été une très belle expérience pour moi. C'était une expérience, on va dire, presque nouvelle, parce que je n'avais jamais travaillé réellement en cuisine proprement dit, à part dans mes stages d'école hôtelière. Après j'ai toujours été manager ou directeur ou gérant. Donc j'avais une petite équipe de 2 personnes. Voilà, c'était une ambiance très familiale. C'était une petite entreprise, 7 salariés. Et puis, voilà, le temps a fait que ils se sont retrouvés dans une situation que moi j'avais pu connaître au préalable, effectivement, en tant que directeur de la Toscana, où il y avait un problème de rentabilité, de masse salariale. On en revient souvent, à cette masse salariale qui est quand même, dans toute entreprise, une ligne très très délicate à gérer. Et principalement dans nos métiers de service comme les nôtres, tout ce qui est les métiers de l'artisanat, tout ça, on sait que la main-d'œuvre, on sait que ça coûte cher, voilà, les cotisations, elle est nécessaire. Pour une qualité de service. Donc j'ai été licencié économique, voilà, on n'est pas parti fâché, c'était comme ça. Moi, j'étais conscient du poste que j'avais, de la difficulté de l'entreprise à ce moment-là. Et donc, voilà, j'avais toujours envie de continuer à investir et de trouver un établissement où j'aurais pu reprendre les rênes. Donc au bout de quelques mois, on a cherché à droite, à gauche, avec une associée éventuelle, un autre associé. Et puis en fait, au bout de, 12, 14, 16 mois, je ne sais plus trop, mais je me suis retrouvé à reprendre le Grand Café. Mais là, en tant que patron, donc on était 3 associés. On a commencé avec un gérant, et nous étions salariés, actionnaires. Et après, le gérant est parti, le temps que la passation se fasse. Et moi, je suis passé gérant majoritaire de l'entreprise. Donc, en fait, on était une petite entreprise. Il y avait moi, mon associé, un aide de cuisine et une serveuse. Voilà, au début, on a commencé à 4. L'objectif, c'était effectivement de ne pas retomber dans les travers de ce que j'avais pu connaître moi auprès de la Toscana. C'est ça, tu t'es servi de ton expérience, dans ce même établissement. Tout à fait, à ne pas vouloir trop charger, on va dire, l'équipe, ne sachant pas comment le restaurant allait évoluer. Donc l'ouverture s'est très bien passée, on a eu de suite un bon retour de la clientèle, notre façon de travailler plaisait beaucoup, cuisine fraîche du marché, produits cuisinés sur place, une carte qui tournait très très régulièrement. Donc moi j'étais en cuisine en priorité, mon associé lui s'occupait en priorité de la salle. Le matin on travaillait tous les deux en cuisine, après lui il switchait sur la salle, on avait une serveuse qui venait nous filer la main. Et puis moi j'avais un aide de cuisine qui arrivait pour le service, pour faire les envois avec moi, etc. La première année s'est très bien passée, on a bien développé le midi. Le soir c'était un peu plus délicat parce que sur cette période-là, Libourne n'était pas... Voilà, Libourne le soir n'a jamais été très très dynamique, par expérience et par le fait que la restauration nocturne du soir n'était pas facile à développer. Donc c'est ce qui a été pour nous un peu plus délicat. Donc nous avions choisi en première option de n'ouvrir que sur les fins de semaine le soir. Donc nous étions ouverts du lundi au samedi midi et après plutôt du jeudi au samedi soir. Avec des soirées-concerts qui ont eu un grand effet sur le Libournais. On a bien cartonné sur les concerts que l'on faisait une fois par mois, le vendredi soir. On avait quelqu'un que je connaissais qui s'appelle Brigitte, que je salue d'ailleurs, qui s'est occupé de toute la partie programmation et qui nous a fait venir des super groupes sur le Grand Café. Et voilà, on a passé des bons moments avec des super groupes. Et puis deux fois, on se dit qu'on choisit peut-être pas bien ses associés. Donc moi, en toute transparence, effectivement, j'ai eu un souci avec mon associé. Donc il a quitté l'établissement
Et pour faire court, je me suis retrouvé tout seul, à être un peu au four et au moulin. Je ne pouvais pas embaucher parce que la raison de ce départ était financière. Il y a eu des malversations qui ont été faites au sein de l'établissement. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On ne peut pas embaucher. On veut développer... Encore une petite expression tourangelle. On veut développer le chiffre, mais pour développer le chiffre, il faut être ouvert beaucoup plus. Et si on ne peut pas embaucher, moi je ne pouvais pas être à la fois au service et à la fois en cuisine. Donc j'ai essayé de tenir pendant presque 2 ans, malgré les difficultés rencontrées. Une grosse pression des banques, parce que les comptes étaient dans le rouge. Donc j'ai essayé de rééquilibrer tout ça. Les 2 premières années, à l'issue du départ de mon associé, j'ai réussi à maîtriser la marge, à maîtriser au mieux la masse salariale, parce que de toute façon, on était une toute petite équipe. Après, on n'était plus que 3. Et puis, c'était très compliqué parce que moi, je suis un passionné, j'adore mon métier, j'ai jamais lâché l'affaire, j'ai toujours été présent sur le site. Les gens voyaient qu'on se donnait. Moi, je étais en cuisine le matin, ma serveuse arrivait en milieu de matinée, s'occupait de la préparation de la salle, mon collègue... Sauf qu'à un moment donné, tu ne peux pas faire mieux que mieux. Voilà, à un moment donné, on était un peu bloqué dans l'évolution d'aller chercher ce chiffre, ce qui nous manquait. Il ne manquait pas grand-chose, mais malheureusement, on a pris la décision à un moment donné de se mettre en redressement judiciaire pour essayer de se donner une bouffée d'oxygène. Donc sur cette période de 6 mois de probation où on nous permet de geler les dettes et de voir un peu ce qui va se passer. Et puis malgré cette période de probation, on n'a pas réussi à redresser suffisamment la barre, en tout cas pour pouvoir après absorber les dettes. Donc l'entreprise. Oui, parce que tout se cumule après. Il y a les fournisseurs. Il y a... Après, vous faites du chiffre d'un côté, mais vous savez que de toute façon, le chiffre que vous faites, il est déjà mangé par une dette d'avant et on n'arrive jamais à retomber sur nos pattes ou au moins à être à zéro. On est toujours un peu dans le rouge. Et vous faites une super soirée confère avec une belle recette et puis le lendemain vous avez le crédit qui tombe, vous avez les agios des banques qui sont là et qui ne vous oublient pas et puis et puis à un moment donné quand ça saigne trop donc quand tu fais ton bilan là par rapport à ça, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais pu est-ce que tu aurais dû prendre la décision d'arrêter plus tôt? Je pense qu'on aurait dû arrêter plus tôt parce que dès l'instant où l'associé est parti, je savais que ça allait. Nous, l'objectif, c'était on savait que si on avait besoin d'aller chercher du chiffre, on allait ouvrir un peu plus le soir, mais on le tenait tous les deux. C'est-à-dire moi en cuisine et lui en salle. On était les 2 patrons, donc on tenait l'affaire à 2. Le problème, c'est que dès l'instant où il est parti, moi, je n'avais plus personne pour pouvoir tenir le soir avec moi, parce que automatiquement, pour avoir ma serveuse, il fallait que je lui augmente son contrat de travail. Et comme on était déjà dans une situation délicate de trésorerie, je ne pouvais pas me permettre. Donc en fait, j'avais pas le choix. Donc j'ai tenté. Effectivement, avec du recul, je me dis que peut-être j'aurais dû peut-être cesser, ne pas essayer d'y croire. J'y ai cru, j'ai tenté de tout réussir, de le faire, parce que je suis quelqu'un qui ne baisse pas les bras. Et puis parce que quand on met en place, quand on a un petit bébé, comme on dit, qu'on a envie de le faire évoluer, qu'en plus on avait une bonne cotation sur Libourne, les gens étaient très satisfaits, on remplissait bien le midi au niveau de la brasserie, on avait une bonne clientèle, une bonne zone de chalandise avec tous les banquiers, les assureurs, les avocats. C'était 3/4 de notre clientèle, donc on avait une belle clientèle, on avait un beau ticket moyen pour un établissement comme le nôtre, le Midi. On avait ce souci du soir à développer. Et puis après, effectivement, à un moment donné, avec le recul, j'aurais peut-être dû stopper la machine avant qu'on soit trop sous l'eau. Et juste, vous avez des conseillers que vous pouvez joindre. Là, je pense aux personnes qui rencontreraient les mêmes difficultés que toi. Au moment où tu as eu ces difficultés, est-ce que tu aurais pu, à ce moment-là, te tourner vers des aides juridiques, des choses comme ça? Oui, tout à fait. Si, après, de toute façon, déjà, on a quand même on avait un comptable. Donc, le comptable est quand même là pour apporter des bonnes aides et donner à un moment donné, un instant T, une photographie de l'entreprise, de la situation de l'entreprise. Donc déjà, lui est là pour vous mettre en alerte. Donc, il t'avait alerté. Oui, tout à fait. Après, on a toujours envie d'y croire. Et moi, j'avais envie d'y croire. Et surtout que la situation dans laquelle je me trouvais, elle n'était pas obligatoirement
dû à mon travail, mais à une situation qui s'est passée avec mon associé, qui a fait que l'entreprise se soit retrouvée dans une certaine difficulté. Donc là, on a du mal, parce que justement, j'ai beaucoup donné, et à un moment donné, on s'aperçoit qu'on a tout donné, et qu'en fait, à cause d'une bêtise, d'un mauvais choix d'associés, d'entourage, voilà. Des fois, on fait trop confiance aux gens, et ça servira de leçon. Donc aujourd'hui, voilà, l'entreprise a été mise en liquidation judiciaire, et puis après, il s'ensuit tout ce qui s'ensuit. Mais aujourd'hui, voilà, on va parler, on va avoir l'occasion d'en discuter sur la troisième partie. Voilà. Après, c'est cette belle reconversion rebondir, comme on dit, pour le plaisir d'autres personnes, tout à fait, dont tu vas nous parler juste après. Alors on va lancer cette deuxième pause musicale. Et bien voilà, de retour dans Dites-moi tout sur Déclic Radio, toujours avec mon invité du jour, Nicolas Nisseron, donc que vous avez pu voir évoluer depuis plusieurs années sur le Libournais à différents postes dans la restauration, puisque c'est son dada, comme on dit. Je suis tombé dans la marmite tout petit. C'est ça, encore une expression de Tourangeau. Vous allez en découvrir quelques-unes. Nicolas, donc on a bien parlé pour faire un petit bilan en fait sur les activités liées au patronat, les difficultés que tu as pu rencontrer. Tout à fait. Et la chose sur laquelle je voulais aussi te recevoir, c'est parce que tu as rebondi sur une activité au service des seniors. Et là, alors moi j'adore les seniors, c'est ma grande source d'inspiration. Vous êtes tous ma grande source d'inspiration. Et c'est vrai que le fait de te voir évoluer dans cet établissement dont tu vas nous parler, c'était important pour moi de mettre ça à l'honneur. Ok, eh bien effectivement, une fois toutes ces mésaventures passées, il faut savoir se repositionner sur le marché du travail, parce que je suis pas tout jeune, donc voilà. T'as de la marge un peu quand même. Mais bon, voilà, on sait que ça peut être plus compliqué. Et puis cette expérience, même si elle s'est mal terminée, on arrive toujours à en tirer du positif et du négatif malheureusement. On essaye de passer à autre chose. Donc effectivement, je me suis retrouvé à postuler dans un domaine qui m'était alors là totalement inconnu. C'était le milieu de la santé. Donc il y a eu un établissement qui s'appelle les Jardins d'Iroise de Libourne. C'est un EHPAD qui a ouvert sur Libourne en 2019, fin 2019. Donc les premières pierres ont été posées en 2018. Il se situe chemin du Casse, juste avant le pôle emploi. Donc on salue tous les résidents de l'EHPAD. Je les salue de vive voix, avec de grand cœur surtout. Donc effectivement, j'ai postulé à un endroit où je ne connaissais rien. Je me suis dit pourquoi pas, parce qu'effectivement, je cherchais une nouvelle expérience. Un lieu pas très loin de mon domicile, j'habite Libourne, donc je souhaitais aussi pouvoir un peu plus profiter éventuellement de ma vie de famille. Mon âge vieillissant, on se dit que si on peut essayer de trouver un emploi qui nous permette de profiter un peu plus de temps libre, pourquoi pas. Donc j'ai postulé auprès des Jardins d'Iroise. J'ai été reçu à l'époque par monsieur Morin, le directeur, qui est parti depuis, mais voilà, c'est comme ça. Je suis arrivé dans un établissement qui était en pleine construction. J'ai été reçu dans une chambre qui était à l'époque aménagée en bureau. Donc monsieur Morin m'a présenté un petit peu l'établissement, ce qu'il allait en devenir, le profil du candidat qu'il recherchait. Donc effectivement, moi j'ai postulé pour le poste de chef de cuisine, de responsable de la restauration du site. Donc on s'est rencontrés plusieurs fois pour effectivement dégrossir un petit peu le profil du poste, mes attentes, ses attentes. Et de fil en aiguille, j'ai été embauché au Jardin d'Iroise. Et donc j'ai fait l'ouverture de l'établissement. Donc on va dire que moi j'ai commencé réellement à travailler mi-novembre. Je suis arrivé dans une cuisine en chantier avec encore des artisans. Donc on était un petit groupe à avoir été. Tu connaissais un petit peu. Voilà, c'était pas que ça. Par contre, c'est quelque chose que je connaissais du fait d'avoir à la fois fait le projet de la Toscana où c'était 4 murs de parpaing, à la fois le projet du Grand Café où là on a tout cassé, tout remis au goût du jour entre guillemets. Donc ça c'était un domaine qui ne m'impressionnait pas. Donc voilà, je
je suis arrivé dans cet établissement-là mi-novembre et on a ouvert à notre premier résident le 4 décembre de mémoire en 2019. Donc là, comment ça se passe dans ce type d'établissement, effectivement, puisqu'il y a un accueil? Alors là, nous, moi, je m'étais noté pas mal de questions. L'établissement tel qu'il est aujourd'hui à Libourne, c'est un EHPAD, on va dire un petit EHPAD, ce qui est très bien. C'est une structure assez familiale parce qu'il n'y a que 40 lits, on va dire, 40 chambres. Et après, il y a une résidence service senior qui, elle, dispose de petits appartements individuels. Alors l'EHPAD, ce sont pour les gens qui sont dépendants, qui ont besoin d'avoir une structure qui les accueille pour les loger, les nourrir, s'occuper d'eux, etc. Et la résidence-service, c'est pour les gens qui sont encore en autonomie, qui peuvent aussi avoir besoin de soins, mais qui sont quand même en autonomie. Donc il y a une double casquette, on va dire, sur l'EHPAD. Donc moi j'ai été recruté pour mettre en place la partie restauration des résidents, donc à la fois des résidents de l'EHPAD et aussi ceux qui le souhaitent, les résidents de la résidence senior, qui ont la possibilité de déjeuner ou de dîner sur l'EHPAD au niveau du restaurant ou de dîner dans leur établissement. C'est eux qui choisissent. Donc, oui, en fait, pour saisir un petit peu le fonctionnement de l'EHPAD, donc les résidents qui sont dépendants dans la première structure, donc ils ont les repas automatiquement compris dans les frais de l'EHPAD. Dans leur loyer, on va dire mensuel, ils ont toute la partie de loyer, leur chambre. Il y a deux types de chambres. Oui, il y a plusieurs formules. De toute façon, vous allez voir pendant les pauses musicales ou en fin d'émission, je vous mettrai de toute façon le lien et le site des jardins que vous voyez. Donc effectivement, ils ont un loyer mensuel qui inclut tout, l'hébergement, le soin, les animations et après toute la partie restauration. Donc ça part du petit-déj au déjeuner, à la collation de l'après-midi, au dîner du soir, à la petite collation de l'après. Tout ça, c'est compris dans le coût. Donc moi, mon job, c'est effectivement de m'occuper et de veiller à leur bien-être à ce niveau-là. Donc pour moi, c'était une totale découverte, le milieu de la santé. Donc ça impose une grande rigueur au niveau des préparations, au niveau de l'hygiène. Donc ça, c'était pas un problème pour moi parce que je suis quelqu'un de très maniaque et donc par mes différentes expériences, j'ai toujours eu la chance et l'avantage de tenir des établissements qui étaient très propres. Mais sauf que là, tu devais tenir compte du fait de diabétique. Tout à fait. Donc là, on a en plus là un public qui est quand même fragile, donc on a une grande responsabilité en termes d'hygiène. Donc que ce soit dans l'entretien des locaux, dans la préparation des mets, dans les différentes textures. Voilà, effectivement, il y a des gens qui peuvent manger normalement, il y en a d'autres qui ont besoin d'une texture hachée, d'autres une texture mixée. Après, il y a toute la partie régime qui intervient, les diabétiques, les sans sel, voilà. Donc petit à petit, l'établissement a commencé à bien se remplir. Après, malheureusement, il y a eu cette période Covid qui a fait que nous avons dû stopper les entrées au niveau de l'établissement. Donc, on a eu un petit coup d'arrêt dans le développement de l'établissement. Et puis après, ça a pu reprendre. Et aujourd'hui, après 1 an et demi d'activité, on va dire que l'EHPAD est complet. Alors après, il y a un roulement qui s'effectue, parce qu'effectivement, il y a des gens qui peuvent être là en temporaire, d'autres qui sont là juste de passage à la sortie d'hôpital pour quelques jours. Pour que les familles puissent un petit peu le temps de se retourner après. Et puis après, effectivement, il y a le roulement qui s'établit aussi avec, malheureusement, comme chacun le sait, nos anciens ne sont pas éternels et malheureusement, ça fait partie de la vie de l'entreprise et de la vie d'un EHPAD. Voilà, il y a des départs, donc nous sommes toujours peinés à ce moment-là. Donc il y a des places se libèrent et puis il y a des gens qui sont là plus longtemps que d'autres. Il y en a qui souhaitent aussi. Après, il y a des gens qui viennent temporairement pour se remettre en forme et puis qui repartent chez eux ou qui après vont changer de structure parce qu'ils vont se rapprocher de leur famille, des enfants, voilà. Donc, et pour les personnes qui sont complètement autonomes, vous proposez du coup des forfaits. Alors au niveau de la résidence, après senior, donc ils ont un loyer et après il y a des packages que vous pourrez voir sur les liens que Karine mettra en ligne. Il y a des packages qui leur permettent de choisir la restauration en plus, les soins en plus, l'animation et effectivement après
ça a un prix, ça a un coût, ce qui est normal. Donc après, ça s'additionne à leur loyer mensuel et après, en fonction de ce qu'ils ont choisi, ils ont la possibilité soit de venir manger sur l'EHPAD, soit de manger après, effectivement, dans la résidence senior, il y a un endroit, une belle salle à manger qui est aussi aménagée, ou après, seul, directement dans leur appartement, parce que dans leur petit studio, mini studio, c'est tout équipé. Il y a une mini kitchenette avec un petit frigo, une plaque de cuisson, un petit placard. Voilà. Donc après, ça, c'est en fonction des désirs de chacun et de chacune. Comment ça se passe là pour ces portages? Vous portez donc, imaginez. Alors là, c'est les filles qui travaillent avec moi, qui s'occupent d'emmener les plateaux repas à ces personnes-là, s'ils ne viennent pas manger en salle de restaurant. Et puis voilà, et après on va récupérer. Je crois qu'elles peuvent, c'est préparé en barquette. Ouais, tout à fait. Faire chauffer. Voilà, nous on amène tout chaud, tout prêt. Après, si le résident souhaite, il a à disposition de toute façon un micro-ondes, etc., qui lui permet de remettre à température s'il le souhaite. Mais en tout cas, nous, quand on leur amène le plateau prêt, voilà, c'est prêt, c'est cuisiné, c'est chaud, c'est emballé, voilà. Voilà, ils vous sollicitent pour un forfait, soit effectivement c'est un forfait pour tous les repas du midi, soit c'est un forfait midi et soir. Tout à fait. Toi, tu leur proposes un planning avec des menus? Tout à fait. Donc nous, on fonctionne de la façon suivante. Les menus sont élaborés par le siège, par des diététiciennes qui travaillent aussi en collaboration avec des chefs de cuisine comme moi. Donc moi, je suis nouveau dans l'entreprise, donc pour l'instant, je ne participe pas encore à l'élaboration de ces cycles, mais j'ai des collègues qui sont là depuis plusieurs années au sein du groupe et qui effectivement donnent leur avis et qui amènent leur professionnalisme justement pour pouvoir proposer un choix suffisamment intéressant pour les résidents. Donc le cycle suit les saisons, donc il y a 4 saisons dans l'année, donc il y a 4 cycles qui tournent après sur 5 semaines. Donc on va dire que le résident pendant 5 semaines, il ne va jamais manger la même chose. Alors il y a la base du produit qui va revenir, voilà, vous mangez un poulet ou du bœuf, mais ça ne sera jamais cuisiné de la même façon, etc. Le concept des jardins d'Iroise, c'est effectivement de mettre en avant la restauration, parce qu'effectivement, chez les jardins d'Iroise, les cuisiniers travaillent sur place. Voilà, c'est pas de la restauration différée, il y a vraiment des équipes de cuisine dans tous les jardins d'Iroise. C'est ce qui m'avait moi intéressé, plu et motivé dans le projet, parce que ça me permettait de continuer à cuisiner, chose que j'aime faire. Et puis on sait bien que malheureusement, c'est une des dernières attractivités que nos seniors peuvent profiter. Le moment du repas, c'est un moment très très important. Donc effectivement, en tant que chef de cuisine, j'ai une part importante de responsabilité dans leur bien-être, dans leur maintien en forme, dans leurs envies. Et donc on essaye de leur amener tous ces petits moments de plaisir avec une cuisine qui reste simple mais qui est cuisinée, je fonctionne de la même façon que je fonctionnais au Grand Café, je cuisine, je travaille des produits frais, on a aussi des produits d'assemblage parce que voilà, on est quand même dans un EHPAD, il y a un groupe, donc il y a des marchés nationaux qui sont négociés sur le surgelé, l'épicerie, etc. Et après, on a une certaine liberté individuelle sur chaque région de travailler avec des fournisseurs locaux. Donc moi, je fais appel en termes de fournisseur local à un primeur, Libourne Primeur qui est sur Libourne. Je travaille avec la boucherie Massonnière, avec qui je travaillais sur le Grand Café pour tout ce qui est la viande de bœuf, la viande de porc, la viande de veau. Voilà, il y a une qualité qui est là. Et donc après, je travaille aussi avec le boulanger Monsieur Nicolas Malorand, de la boulangerie Malorand qui se trouve à Place de l'Épinette. Donc voilà, on a une partie d'acteurs locaux qui permettent d'apporter à nos résidents une qualité de mets que nous après on cuisine sur place. Donc pas plus tard que ce midi, j'ai fait un petit sauté de veau aux aubergines et à la tomate. Et bien voilà, c'était un bon petit sauté de veau, un bon petit veau français de chez Massonnière, des aubergines fraîches, des petites tomates, voilà, bien cuisinées avec une petite semoule au raisin. Voilà, on cuisine. Voilà. Vous cuisinez, vous allez aussi le déporter, c'est-à-dire que maintenant vous avez une autre proposition. Tout à fait, on propose effectivement on développe ce qu'on appelle le portage à domicile, c'est-à-dire qu'on amène la même prestation que l'on donne à nos résidents sur site, mais là on fait les livraisons, c'est-à-dire qu'on a un livreur qui a
un fourgon frigorifique et qui a un périmètre tout autour de Libourne. Voilà, on livre dans Libourne Centre, on va à Galgon, on va jusqu'à Coutras s'il faut. Voilà, il y a toute la zone un peu autour de Libourne. Et donc, effectivement, c'est une formule qui est quand même très, très attractive. Hein. C'est une formule qui coûte 9,90 €. Sauf qu'il y a un crédit d'impôt Sauf qu'il y a un crédit d'impôt qui est super intéressant et cette formule revient réellement à la personne qui la prend à 6,45 €. Et dans cette formule, vous avez un potage, une entrée, un plat, le légume d'accompagnement, le fromage, le dessert et le pain. Il faut savoir que pour des gens de cette... voilà, les personnes âgées ont un appétit moindre. Donc en général, souvent, ils arrivent avec ce menu type complet à manger sur les 2 repas. Voilà, parce que on se fait quand même des belles portions. Et ils arrivent, voilà, ils se gardent, je sais pas, le potage pour le soir avec juste le dessert ou un bout de fromage, ou ils coupent leur portion de petits sautés de veau en deux. Et voilà. Après, on propose aussi des formules un peu plus complètes où il y a des jeux avec le repas du midi, juste le repas du soir avec ou le potage et que le plat, ou la formule complète. Mais voilà, on va dire que globalement, nous on vend beaucoup plus de formules simples qui leur permet de manger déjà sur la journée. Oui, parce qu'après ils peuvent toujours faire un complément de course. Mais là, c'est vrai que moi j'ai découvert. Donc c'est quelque chose de très très, c'est très bien, c'est très pratique, hein, parce qu'on les livre 3 fois semaine. C'est des produits qui sont mis tout en barquette, qui sont operculés, c'est sous vide. Ils ont juste à tout se faire réchauffer, tout est prêt. Et voilà, donc ils ont leur menu. Ça leur permet d'avoir. Ce sont les mêmes menus en fait que vous proposez aux résidents. Là, il n'y a pas le choix, c'est-à-dire que vous leur donnez des fascicules avec les menus. Exactement. Et après, en fonction des contraintes ou des envies de chacun et de chacune, on va. Voilà, la personne qui n'aime pas le poisson, le jour où il y a du poisson, on y met autre chose. Il y en a qui n'aiment pas les tomates, donc c'est que le jour où on fait des tomates en entrée, on lui mettra autre chose. Il y en a qui ne mangent pas de porc, il y en a qui n'aiment pas le chocolat. Voilà. Effectivement, ça nous impose, nous, une grande rigueur dans la préparation de tout ça, mais on fait vraiment un menu à la carte, hein, c'est-à-dire que la personne qui veut pas de légumes, qui veut que des féculents, qui veut ci, voilà, on s'adapte et donc on apporte cette prestation-là autour de Libourne et c'est quelque chose de très très bien et je trouve que pour une personne âgée, ça lui permet d'avoir déjà une variété dans son alimentation, de ne pas se soucier à faire les courses, de ne pas se soucier à gérer ses stocks, voilà, tout arrive, c'est prêt, c'est portionné, c'est en barquette, il n'y a plus qu'à réchauffer et voilà. Et on sait que tous nos seniors, ils ont des petites exigences, ils ont les retours que tu peux en avoir. Déjà, vous voyez, moi sur le site, il y a telle personne qui aime bien les frites, il y a telle personne qui aime bien le chocolat. Donc quand ils me croisent dans les couloirs, parce que voilà, moi je suis je sors beaucoup de mes cuisines, hein, je participe pleinement à la vie de l'EHPAD. Je vais les voir tous les jours dans la salle de restaurant, on échange, on discute. Vous voyez, pour anecdote, j'ai une dame qui s'appelle Madame Gironcourt qui adore les frites. Donc demain, c'est moi qui suis de permanence sur l'EHPAD et elle sait que le dimanche, quand je suis là, en général, je lui fais les frites. Donc demain midi, ils auront des frites. Voilà, donc c'est des petits plaisirs tout simples, voilà, des petites attentions sur les desserts. Il y a telle dame ou tel monsieur qui aime bien le chocolat, donc on va avoir une petite attention un peu particulière. Et puis encore une fois, c'est très très important parce que c'est vraiment un de leurs derniers plaisirs. Donc il faut que cette table soit gourmande et que ça leur apporte surtout et principalement du tonus et que ça les maintienne en pleine forme. Parce que voilà, notre rôle, c'est aussi qu'effectivement, les résidents qui sont chez nous ne perdent pas de poids, ne tombent pas dans ce système où des fois, si on se nourrit mal, voilà, on sait qu'à cet âge-là, ça peut vite avoir des conséquences dramatiques. Donc notre rôle de chef de cuisine, il est très important. Moi qui te connais, je te retrouve bien sur ces propos de plaisir des papilles. Tout à fait. Hein. Et c'est vrai que... Et puis après, pour revenir aussi comme toi, voilà, les personnes âgées, c'est quand même... c'est tout pour nous, pour moi aussi, et je me dis que ça pourrait être mon papa ou ma maman qui serait dans cet établissement-là, donc je me mets à leur place, je connais mes parents, des bons épicuriens, je suis comme eux, et je me dis que si demain ils avaient à se retrouver dans un EHPAD, j'aimerais que la personne qui s'occupe de leur préparer le repas mette autant d'enthousiasme et d'envie que moi je le fais, parce que voilà, je sais que c'est hyper important pour eux, donc j'essaye de me plier en quatre, entre guillemets, d'être vraiment à leurs petits soins et d'être très attentionné à leurs attentes, à leurs demandes. Et puis, pour l'instant, ça se passe très bien. On a
voilà, j'ai de bons rapports avec mes résidents et je crois qu'ils sont contents de ce que l'on apporte sur le site en tout cas. En tout cas, Nicolas, merci infiniment. C'est tout à ton honneur tout ce que tu fais pour ces résidents. C'est vrai que c'est aussi la raison pour laquelle je souhaitais inviter Nicolas. Donc à la fois bien évidemment pour qu'il puisse nous expliquer les difficultés liées au fait d'être patron d'entreprise, mais aussi le fait de pouvoir rebondir comme il l'a rebondi et alors en plus au service de nos seniors. Ça ne pouvait que faire pour moi une belle émission que de vous parler du fait de ravir les papilles de nos seniors, parce que c'est vrai que cette résidence, c'est une résidence en plus de ça qui maintenant organise le portage à domicile. N'importe quelle personne peut faire appel à leur service. Bon, quand on voit comment Nicolas cuisine et chérit tous ces petits plats, je ne peux que vous conseiller de regarder le petit lien qui va s'afficher, et puis si vous avez besoin de faire appel à leur service, n'hésitez pas. Tout à fait. Merci beaucoup Nicolas. Merci à toi Karine de cette invitation. Ça m'a fait plaisir de venir discuter un petit peu avec toi de tout ça, et voilà, au plaisir. Et on embrasse toute la famille et on vous dit à très vite, en tout cas pour ma part à samedi prochain dans une nouvelle émission Dites-moi tout sur Déclic Radio. À très vite. Bye bye. So to me,